Il y a un fantôme dans toutes les commémorations publiques. Ce fantôme, c'est la politique. À suivre, une réflexion sur les pièges de la mémoire collective avec l'invité du Grand Angle. Et cet invité, c'est David Riffe. Bonsoir. Bonsoir. Alors David Riffe, vous êtes américain, écrivain, journaliste, politologue. Vous donnez notamment des cours à Sciences Po Paris. Et puis vous êtes aussi le fils de la grande intellectuelle américaine Susan Sontag, à qui d'ailleurs vous avez écrit un très beau livre, Mort d'une inconsolée, sur son rapport à la maladie, à la souffrance et à la mort. Vous avez beaucoup écrit aussi sur les guerres, des guerres que vous avez côtoyées, notamment dans les Balkans, dans les années 90. Votre dernier livre, donc, Éloge de l'oubli, la mémoire collective et ses pièges, c'est aux éditions Premier Parallèle. Et là, vous questionnez en fait la nécessité ou non, d'entretenir une mémoire collective autour des tragédies du passé. Trop souvent, pour vous, David Riffe, les nations font de la mémoire du passé quelque chose de sacré? Oui, je crois finalement que c'est ça le problème. Il y a une sacralisation de la mémoire, et si vous me permettez, c'est un cas particulièrement aigu en France, ouais. Et moi, ce que je prends, c'est le cas par cas. Qu'il faut désacraliser la mémoire et penser dans chaque situation, est-ce préférable d'engager dans une commémoration du passé, ouais. Ou faut-il tourner la page? Et c'est ça, c'est enfin ça, plus ou moins, ce que je dis dans le livre. Ouais. Alors évidemment, ça dépend des circonstances, mais vous dites que la France, vous venez d'y faire allusion, est un pays qui peut-être aime trop le passé, aime trop les commémorations, aime trop se souvenir de son passé. Je crois que de toute manière, je ne sais pas si ça a toujours été comme ça ici en France, mais je crois que maintenant, vraiment, la commémoration a presque, si vous permettez, digéré l'histoire. Que maintenant, il n'y a que la commémoration, l'histoire est vraiment réduite à être l'outil où bien sûr la commémoration s'en sert de l'histoire, mais c'est pas la même chose. Et c'est peut-être, je sais pas si c'est particulièrement français, mais en ce moment, moi, je ne connais pas de pays où la commémoration soit si généralisée, c'est important. Ouais. On dit souvent que la France écrit un roman national, un récit national. Est-ce que ça dit quelque chose de l'état de la démocratie d'un pays, d'être aussi attaché à son passé? Bon, je ne sais pas. L'attachement est très curieux parce que il y avait bien sûr la commémoration, disons, 1,0. C'est-à-dire triomphaliste, c'est-à-dire la gloire de la nation, l'héroïsme de la nation. Et maintenant, disons, ça a un concurrent. Et le concurrent, c'est le victimaire. C'est l'éloge des victimes, si vous voulez. Et donc, pas de gloire de la nation. Au contraire, les crimes de la nation. Oui, mais on peut se dire que les vaincus ont aussi le droit d'avoir leurs souvenirs, leur mémoire. Oh, absolument. Ou les vaincus ou ceux qui ont souffert. Oui, et absolument. Et je crois que le modèle actuel de la commémoration en France revient à la Shoah. Et donc, par nécessité, c'est le récit des victimes, de ceux qui ont souffert, de ceux qui ont été torturés, etc. Ouais. Et c'est ça le modèle maintenant, je crois, ici en France. Et peut-être c'est juste ici, mais il y a beaucoup d'exemples, je crois, au moins des exemples de situations où la mémoire sert d'armes de guerre. Mais par exemple, aujourd'hui, on est en 2018, on fête le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. On doit se souvenir du sacrifice des soldats de 14-18 ? On doit se souvenir, mais je crois que je veux bien savoir dans quel contexte cette commémoration va se dérouler. Est-ce que c'est simplement pour dire aux jeunes, « Oh, vous les jeunes, vos ancêtres ont souffert » ou est-ce pour donner une leçon pour l'avenir? Et là, ça dépend vraiment de ce qu'on pense. Est-ce possible d'apprendre de l'histoire?
la fameuse phrase du philosophe espagnol Santayana, lui, il a dit, bien sûr, on le connaît, ceux qui oublient le passé seront condamnés à le répéter. Ouais. Moi, je ne suis pas certain que ce soit le cas. Mais la mémoire du passé, c'est tout de même, d'une certaine manière, le ciment d'une nation. Oui et non, parce que même Renan, dans son essai célèbre sur la nation, a écrit qu'il fallait oublier beaucoup, ouais. qu'il y avait des choses à commémorer, mais il y avait aussi des choses à occulter, si vous voulez. Mais quand tout de même, les victimes, quand on parle d'Auschwitz, par exemple, vous dites l'éloge de l'oubli, mais on ne peut pas, vous avez fait allusion au peuple juif, on ne peut pas oublier Auschwitz, on ne peut pas oublier la colonisation. Là, ce sont des domaines où on ne peut pas faire l'éloge de l'oubli. Non, je ne fais pas l'éloge de l'oubli au sujet ni de la traite des Noirs et la colonialisation, ni de la Shoah. Par contre, disons, dans les Balkans, où j'ai passé pas mal de temps pendant les guerres là-bas, en Irlande du Nord, je crois en Israël-Palestine, ce sont des cas où je crois que l'oubli peut-être servirait mieux à la paix que la commémoration. Et puis, je demande, j'ai essayé dans le livre de poser une question assez difficile. Qu'est-ce qu'on fait avec le souvenir de la Shoah? Pourquoi certains devraient oublier et d'autres auraient le droit du souvenir et de la mémoire? C'est une question de degré dans la souffrance? Non, pas du tout. Je crois que c'est une question plutôt pragmatique. Est-ce que l'oubli sert à... dans les situations où les guerres ne sont pas finies? Écoutez, on ne va pas continuer ni avec le meurtre des Juifs en Europe, ni avec la colonisation. On peut penser au passé et considérer ça, mais ça ne va pas se répéter dans ce sens. L'antisémitisme est toujours présent, le racisme est toujours présent, donc les Noirs comme les Juifs peuvent avoir des raisons de penser que leurs souffrances ne sont pas terminées, d'une certaine manière. Je crois que comparer la souffrance, l'antisémitisme de nos jours ou le racisme de nos jours à la Shoah ou à la traite des Noirs est non, mais on peut entretenir aussi le souvenir de la Shoah pour éviter justement que l'antisémitisme ne se développe. Oui, et c'est ça la grande question que je pose. Précisément, vous focalisez exactement sur ma question. Qu'est-ce qu'on fait avec cette mémoire? Est-ce vrai que son souvenir de la Shoah, commémorer la Shoah, va mener à moins d'antisémitisme? C'est pas dit. C'est pas dit. Et donc, je ne suis pas... Le mot d'ordre de la commémoration, c'est qu'on est instruit par le passé. Ouais. Et de ça, je ne suis absolument pas convaincu. Mais il y a des tas d'exemples quand même dans l'histoire récente où on a bien vu qu'il fallait se souvenir, par exemple en Afrique du Sud, en Tunisie, il y a eu ces commissions vérité-réconciliation. Pour pouvoir tourner la page et pour pouvoir se projeter dans l'avenir, il faut d'abord se souvenir du passé. Écoutez, je ne connais pas le cas africain, mais je connais à fond le cas sud-africain. Oui. Le Tchad, je ne connais pas. Mais l'Afrique, tu sais, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Je connais bien ce pays. Et je n'ai pas l'impression que cette commission a mené ni à la réconciliation, ni à la justice. Et c'est peut-être le cas que c'était comme ça. Il est vrai, par exemple, que Mandela, quand il a pris le pouvoir en 1994, il a décidé que cette commission n'imposerait pas la justice. Oui. On avouait ses crimes, on se présentait devant la commission, on acceptait ses crimes. Et ça suffisait. Et ça suffisait. Donc, Mandela a fait la décision de sacrifier la paix, parce qu'il craignait une nouvelle guerre. Peut-être justement qu'il a voulu faire l'éloge de l'oubli. Peut-être, oui. Oui. Ou comme en Espagne, après la mort de Franco, le retour de la démocratie. Oui.
Oui, on a décidé de mettre toutes les raisons des oppositions entre les Espagnols sous le tapis, comme on dit. Oui, l'accord de l'oubli, comme on l'appelle là-bas. Alors vous dites des choses très... Enfin, il y a plein de choses, c'est un bouquin passionnant, parce que vous parlez aussi du temps qui passe, et vous parlez de l'accélération de l'histoire qui facilite. De quoi on se souvient le 11 septembre, dans 10 ou 20 ans, peut-être que ça va petit à petit disparaître de soi-même. Si cette guerre atroce qui se déroule maintenant... Le terrorisme. Le terrorisme. Bon, si on termine avec ça, bien sûr, on va lentement oublier, ou bien, au minimum, ne pas penser tellement de 11 septembre. On l'a vu dans mon pays avec l'attaque à Pearl Harbor, qui a déclenché la guerre du Pacifique en 1941. En 1951, ça faisait... Il y avait de la colère, de la peine. Maintenant, presque tous les anciens combattants de cette guerre sont morts. Et les gens vont à Pearl Harbor pour commémorer, mais sans colère, sans presque... Et ça n'a aucune importance dans le dialogue national américain. Alors, je crois que finalement, écoutez, la triste réalité, c'est que la mémoire, tout sera oublié, finalement. Oui. On pourrait conclure avec l'écrivain, le grand écrivain Argentin Borges, que vous citez à la fin de votre livre, que l'oubli est la seule vengeance et le seul pardon. Moi, je crois qu'il faut au moins considérer la possibilité. Je suis plutôt pour, mais j'ai une vision, il faut dire que j'admette en toute franchise, une vision assez pessimiste de l'histoire. Je ne vois pas l'histoire comme un progrès dans la version ou chrétienne ou du mouvement des droits de l'homme. On ne va pas vers le progrès. Je n'y crois pas, non. Merci beaucoup, David Rif, d'être venu parler de la mémoire collective et de ses pièges aux éditions du Premier Parallèle. Donc, Éloge de l'oubli, un livre passionnant sur notre monde contemporain et sur les siècles qui nous ont précédés. Merci beaucoup. Merci.